Bonsoir, bienvenue à tous. Nous sommes le jeudi 17 février. Je vous donne les titres de votre journal avec la société Ocréal, l'usine d'incinération de Lunel-Viel, qui veut communiquer plus et mieux. Les responsables assurent qu'avec les 10 millions d'euros investis sur le site, les problèmes de rejet sont de l'histoire ancienne. Et puis vous voyez ces images des conchyliculteurs de l'étang de Thau. La décision du ministre d'autoriser à nouveau la commercialisation donne un coup d'oxygène à ces producteurs. Et puis le syndicat Force ouvrière tient son 22e congrès à Montpellier jusqu'à demain vendredi. Son secrétaire général Jean-Claude Mailly est présent sur notre plateau. On se retrouve dans un instant. Mais on commence avec l'usine d'incinération Ocréal de Lunel-Viel qui brûle une partie des déchets ménagers du département de l'Hérault. Cette société veut communiquer plus et mieux. À partir d'avril, le site va même ouvrir ses portes avec 3 horaires de visite possibles mercredi matin. L'incinérateur a donc dans le passé été parfois fermé pour des problèmes de rejet. 10 millions d'euros ont été investis. Les rejets aujourd'hui seraient 100 fois inférieurs aux normes autorisées selon la direction. Les opposants de la première heure ne sont toujours pas convaincus. Olivier Roiran. Il fait parler de lui depuis sa création en 1999. L'incinérateur de Lunel-Viel a subi les assauts des riverains et des associations environnementales. Aujourd'hui, l'exploitant du site veut communiquer et montrer que son usine a été améliorée. Depuis 2008, 10 millions d'euros de travaux ont été menés et plus aucun liquide n'est rejeté dans la nature. Les résidus noirs de combustion, les mâches-fer, sont envoyés en traitement et l'accent a aussi été mis sur les rejets de fumée avec un nouveau système de filtration. Première étape, qui est une étape qui permet d'abattre l'ensemble des poussières, c'est un système électromagnétique avec des plus et des moins qui s'attirent. Une deuxième étape physico-chimique, on va injecter des réactifs de traitement des fumées qui vont piéger l'ensemble des éléments indésirables, les métaux lourds, les dioxines. Des systèmes de filtre. Mais aussi des pièges pour les gaz à effet de serre comme les oxydes d'azote. Selon l'opérateur, les rejets obtenus sont 10 à 100 fois inférieurs aux normes en vigueur. Ce qui ne convainc pas les opposants de la première heure. Pour eux, les normes appliquées à l'incinération des déchets restent plus industrielles que sanitaires. Il faut se poser de nouveau les questions sur les normes parce que les rejets que nous avons par les fumées et par les mâches-fer favorisent aujourd'hui le développement des maladies cardiovasculaires, des maladies de l'obésité ou des maladies du diabète parce que ce sont des perturbateurs endocriniens. Donc ce sont des molécules qui agissent à la place de nos hormones. Mais du côté des responsables de l'incinérateur, on reste convaincu des avancées de la technologie. L'activité est pour eux suffisamment encadrée. L'usine est propre, d'une part. Et puis aujourd'hui, tous les rejets sont contrôlés par un organisme indépendant qui est Air Languedoc-Roussillon. Et la spécificité de cette usine, c'est que ces résultats sont disponibles sur le site d'Air Languedoc-Roussillon de manière complètement indépendante avec le fonctionnement d'Ocréal. Et l'incinérateur de l'Est-Héroltais a traité l'an dernier plus de 120 000 tonnes de déchets. Il aura aussi produit de l'électricité, l'équivalent de l'éclairage annuel de 35 000 foyers. Une grosse machine qui coûte cher, c'est l'avis de certaines associations environnementales. On est allé chercher des solutions industrielles complexes qui se sont complexifiées au fil du temps sous le poids des nouvelles normes. Et puis, on a l'air de continuer dans cette voie. Alors évidemment, les professionnels de cette technique cherchent à améliorer continuellement leur installation pour la faire perdurer, mais c'est au détriment du coût. Et pour se faire une idée, il sera possible de visiter l'incinérateur de Lunel-Viel le mercredi matin à partir du mois d'avril. L'exploitant du site répondra à toutes les questions. Le travail a repris sur le bassin de Thau. Le forcing des professionnels et des élus locaux aura finalement payé. Hier à Paris, la délégation régionale a été reçue longuement par le ministre qui a finalement accepté la réouverture et la commercialisation des coquillages de l'étang après 6 semaines d'arrêt à cause d'un virus présent début janvier dans les eaux de l'étang. Olivier Brachard s'est rendu sur place. Ces huîtres seront commercialisées à partir de samedi. 48 heures dans un bassin de purification. Voici la recommandation principale émise par le ministère de la Pêche, mercredi soir. La fin de 6 semaines difficiles pour les 600 producteurs du bassin de Thau. Ceux qui vendaient aussi sur les étals ont dû satisfaire tant bien que mal leur clientèle. Pendant cette période, nous, on a dû travailler quand même donc, pour faire de la dégustation. Il a fallu acheter des huîtres sur d'autres bassins de production qui étaient ouverts, comme l'étang de Leucate qui est un peu plus bas, ou même acheter de l'huître de Bretagne ou de Marennes pour continuer à vendre des coquillages tant bien que mal. Mais ce n'était pas du tout la même manière que si on vendait nos huîtres. Alors que l'activité reprend sous haute surveillance des autorités sanitaires, les producteurs craignent une nouvelle fermeture. Car le fond du problème n'est pas résolu,
on ne connaît pas la source de ce virus mis en cause, même si de fortes présomptions pèsent sur les stations d'épuration. À la section conchylicole, on espère beaucoup du contrat de lagune signé dans quelques jours par les collectivités du bassin de Thau. C'est des stations d'épuration, c'est peut-être des habitations sauvages, c'est aussi des postes de relevage qui ne sont pas calibrés. Donc il y a tout ça à revoir et tout ça à mettre en forme. Et je pense que ce contrat de baie, ce contrat de lagune nous donnera la possibilité et l'énergie déjà et les moyens de mettre tout ça en place pour un avenir très proche. Tous les acteurs de ce bassin en ont conscience. Sans véritable politique environnementale, l'ensemble des ostréiculteurs pourraient raccrocher leur tablier bien plus longtemps que 6 semaines. Et on enchaîne avec un conflit social. Ce matin, les salariés de l'entreprise Richard Ducrot manifestaient à Montpellier sur le chantier du futur hôtel de ville. Un chantier géré entre autres par Beck Construction, une société qui appartient au groupe Faya. Syndicalistes et salariés demandent à ce groupe Faya, un des géants du BTP, de les faire travailler. En effet, la société Richard Ducrot, en redressement judiciaire depuis le mois de janvier, a été rachetée par le groupe Faya. Et depuis, Faya jugerait l'entreprise Richard Ducrot viable, certes, mais avec moins de salariés. 300 emplois seraient donc menacés. Écoutez cette réaction d'un représentant de la CGT Métallurgie au micro d'Edgar Santander. On a rencontré l'administrateur judiciaire. L'administrateur, il dit textuellement ceci. Moi, aujourd'hui, j'accompagne l'entreprise. Donc l'entreprise, elle a la possibilité et elle a la responsabilité et le devoir de pouvoir essayer de fournir du travail. Et quand on me dit ça, je constate aujourd'hui que le groupe Fayard, écoutez bien ce que je veux dire, a déserté l'entreprise. C'est-à-dire qu'il ne discute plus avec les salariés ni l'organisation syndicale. Il n'assume plus aucune responsabilité. Sa seule responsabilité, il a déclaré lors d'une réunion, je me suis mis sous la protection de l'État en faisant déclarer un redressement judiciaire. Et ça, c'est proprement scandaleux. Et à noter que les représentants syndicaux seront reçus justement au ministère du Travail mardi prochain, le 22 février. La transition était facile, forcément, Jean-Claude Mailly, même si vous n'êtes peut-être pas directement concerné par ce conflit. On a vu que c'est un syndicaliste CGT, mais tous les conflits vous intéressent, on l'imagine bien. Force ouvrière tient son congrès, son 22e congrès à Montpellier, en ce moment au Parc Expo. 2500, 2700 délégués, même peut-être du syndicat. 2700 avec un mandat et donc qui votent et 3000, un peu plus de 3000 personnes avec les 3000 participants au total, avec une élection, la vôtre, normalement réélection, ce sera samedi, c'est ça ? Samedi, oui, tout à fait. Vous n'avez pas d'autres concurrents ? Écoutez, non, il n'y aura pas d'autres concurrents, donc a priori je serai réélu samedi matin, oui. Jean-Claude Mailly, c'est sympa comme ville, Montpellier, pour organiser un congrès, ou vous n'avez pas le temps de sortir du congrès ? Non, j'ai pas beaucoup le temps. Vous savez, on démarre le matin à 9h, on fait une pause repas, une deuxième pause repas le soir et on termine à minuit. Donc pas beaucoup le temps de profiter de Montpellier. Maintenant, c'est une ville que je connais quand même assez bien pour avoir de la famille pas loin, donc j'y passe quand même régulièrement. Alors vos déclarations aujourd'hui, ça concerne les alliances possibles. Vous avez dénoncé l'axe CGT-CFDT. Vous êtes pour un axe FOFO. Force ouvrière, c'est l'indépendance. Vous allez continuer à faire cavalier seul. Vous ne sentez pas parfois un peu seul ? Non, c'est pas obligatoirement cavalier seul. Si vous voulez, sur quel que soit le dossier, si on est d'accord avec d'autres organisations syndicales, il n'y a pas de problème, on sera dans l'unité d'action. Ceci étant, encore faut-il qu'on soit d'accord, qu'on partage les mêmes analyses, sinon c'est de la façade. Alors c'est ça que j'ai rappelé aujourd'hui. Il n'y a pas, vous savez, il y a des problèmes de représentativité, c'est très compliqué aujourd'hui. Les syndicats sont en campagne électorale permanente. On est en train de transformer progressivement le rôle des syndicats. Des élections tous les jours dans le privé, dans la fonction publique. Il y aura une grosse journée d'élections au mois d'octobre l'année prochaine. Donc il y a beaucoup de jeux d'appareils. C'est regrettable d'ailleurs, je le conçois. Ça veut dire qu'il y a parfois des surenchères dans les conflits ? Oui, pas simplement dans les conflits, si vous voulez. Quand vous êtes dans campagne électorale, c'est un peu comme les partis politiques, quoi. À la limite, demain, on fera plus de communication que de syndicalisme. Je trouve regrettable. Je dis pas qu'il faut pas faire de communication. Donc à partir de là, nous, on a fait le choix de dire voilà nos positions. Si d'autres sont d'accord avec nous, on est ensemble. Si c'est un conflit ou une négociation, on est ensemble. Si on n'est pas d'accord, chacun de son côté. Je crois que c'est aussi simple que ça.
Et quand on voit l'échec, je crois qu'on peut l'appeler comme ça, des représentations syndicales, des forces syndicales lors du conflit sur les retraites face au gouvernement, est-ce que vous regrettez pas votre position ou peut-être vous regrettez celle des autres? Non, écoutez, d'abord dans le mouvement contre le projet de loi du gouvernement sur les retraites, nous étions présents dans les manifestations, dans les actions, nous ne signions pas... Mais toujours à côté. Bah oui, parce que, écoutez, quand vous signez un texte commun, ceux qui signent un texte diront « il faut ne signe pas, ben vous vous mettrez derrière ». Ok, on s'est mis derrière, on n'a pas fait d'histoire, mais on était dans les actions. On a eu pas mal de camarades en grève aussi pendant cette période. Ce que j'ai regretté, alors on était battus, moi la loi est passée. Comme je le dis, les salariés ne sont pas abattus pour autant. Et on le sent dans le Congrès, je vois bien, il y a cet esprit de résistance. Ce que j'ai dit à l'époque, et je le confirme, on n'a pas utilisé tous les moyens. Je pense qu'à un moment donné, si après des manifestations aussi importantes, vous savez, il y a 5 ou 10 ans, quel que soit le gouvernement, un mouvement de ce type, il aurait bougé, le gouvernement. Or là, il n'a pas bougé. Il est resté droit dans ses bottes. Donc si les manifs ne suffisaient pas, il fallait au moins essayer de monter d'un cran. D'autres syndicats ne l'ont pas souhaité. Voilà, c'est ça que j'ai regretté. Maintenant, vous savez, la situation est difficile partout dans le monde aujourd'hui, y compris avec justement, la crise. Effectivement, dans votre préambule, dans les documents que vous nous avez fait parvenir, et j'imagine que vous avez distribué, bien sûr, pendant le congrès, vous dites que la France subit le monde, mais donc la France subit une violente crise économique. Est-ce que ça veut dire que, finalement, le gouvernement, celui-là ou un autre, ne s'en sort pas si mal? Non, je considère que cette crise, qui est une crise internationale, ce serait le moment, le président de la République le disait au plus fort de la crise, maintenant il ne le dit plus, c'est le moment de changer de modèle. Il faut, au niveau international, au niveau européen, il faut de nouvelles règles. Pour le moment, on n'en est pas là, et on a même le sentiment, en France comme ailleurs, que la récession est derrière nous, la crise n'est pas finie, mais c'est derrière nous, allez, on recommence comme avant. Et donc ça veut dire qu'une nouvelle crise peut éclater. Et moi, je ne suis pas particulièrement optimiste sur la situation économique. À partir de là, ce que nous disons, c'est il faudrait qu'y compris en France. Vous savez, il y a des dossiers urgents tels que la réforme fiscale pour recréer, qu'il y ait moins d'inégalités dans notre pays. Il faut qu'il y ait une vraie stratégie industrielle. Voilà, ça, ce sont des dossiers qui, un peu tendance, seraient être évacués. C'est vrai en France, mais c'est vrai à l'étranger. Aujourd'hui, nous avions la secrétaire générale de Confédération internationale qui était présente avec nous, qui a expliqué la situation dans le monde, y compris dans les pays tels que la Tunisie ou l'Égypte. Il y a une vraie crise et on n'en est pas sorti. Vous seriez partisan à l'avenir, là vous devez fixer les orientations pendant ce congrès, ça veut dire quoi? Ça veut dire une orientation peut-être plus vers la négociation, un peu à la mode CFDT ou les deux. Plus sur des revendications dures? Non, il y a les deux, si vous voulez. Le rôle d'un syndicat, comme FO, est un syndicat réformiste. Nous privilégions la négociation. Si la négociation aboutit, tant mieux. Et si on arrive à signer des accords, tant mieux. Mais il y a des moments où la négociation se bloque, ou alors du côté gouvernemental, ils ne veulent pas bouger, comme c'était le cas sur les retraites, à ce moment-là, c'est plus la négociation, c'est l'action. Et le rôle syndical, c'est les deux. Être responsable syndicalement, c'est participer aux négociations et pouvoir signer, mais quand on est conduit à lancer une grève, je considère qu'on est responsable également. Jean-Claude Bailly, merci d'être venu sur votre plateau. Alors profitez bien, vous avez encore vendredi, demain, une journée de congrès, et puis allez faire la fête le vendredi soir. Si samedi je peux manger des huîtres de lait tantôt, j'en suis satisfait. Eh bien écoutez, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci d'être venu sur ce plateau. On enchaîne avec la ville de Montpellier qui veut améliorer sa façon de travailler dans ses différents territoires. La ville a présenté ce matin sa nouvelle direction de l'action territoriale. Il s'agit de réunir différents services et de mettre en place 11 coordonnateurs chargés notamment d'établir des diagnostics de territoire. On écoute Patrick Vignal, c'est l'adjoint au maire en charge de la démocratie de proximité au micro de Jean Brun. Je crois que les élus fonctionnent pas mal, mais on n'a que 24 heures dans une journée. Donc l'idée des coordinateurs, c'est aller à la rencontre des gens, c'est bâtir un projet de territoire avec l'ensemble des citoyens et le faire remonter aux élus. Une ville comme Montpellier, un navire amiral de 3600 collaborateurs, c'est compliqué, la transversalité. Donc le coordinateur doit avoir le suivi, propreté, accessibilité, plan local de déplacement, subvention au monde associatif. En fait, il a comme difficulté, c'est qui fait quoi ? Voilà, qui fait quoi sur nos territoires, et ce coordinateur va être là pour faciliter la démarche. Quand vous avez des comités de quartier qui veulent faire des fêtes, alors ils demandent aux affaires commerciales, ils demandent aux services de la culture. Là, le coordinateur sera là pour faire le lien et facilitateur entre la rue et l'administration. La réforme des collectivités territoriales n'a pas fini de faire des vagues dans les communes, dans les départements, dans les régions ou encore dans les agglomérations. Dans ces dernières, une des révolutions sera l'élection au suffrage direct des conseillers d'agglo. On écoute Jean-Pierre Moore, c'est le président de l'agglomération de Montpellier. Il est au micro de Jean Brun.
La réforme va permettre ce qu'on appelle un scrutin fléché, c'est-à-dire que les têtes de liste des élections municipales seront automatiquement considérés comme ceux qui vont à l'intercommunalité. Dans un temps ultérieur, et que je souhaite le plus rapide, on passera à l'élection au suffrage universel direct. Mais ça veut dire aussi que ça sous-entend une pédagogie d'explication en direction des populations, et c'est intéressant, c'est positif, parce que c'est l'ensemble de la population du territoire qui s'appropriera la gestion et l'avenir de son propre territoire. Et un dernier mot avec du sport. Handball, belle victoire de Montpellier hier soir à Bougnols face à Toulouse, 38-30. Les Montpelliérains restent deuxième derrière Chambéry, qui l'a également emporté à la maison face à Nîmes. Toutefois, les Montpelliérains se sont parfaitement préparés pour leur quart de finale aller de Ligue des Champions. Ce sera à Hambourg, en Allemagne, dimanche après-midi. C'est là qu'il faudra également être affûté. Puis une information rugby avec le talonneur de Montpellier, Fabien Roff, ou Roffes peut-être, puisqu'il est désormais international espagnol. Il devrait affronter l'Ukraine samedi à Madrid dans le cadre du tournoi Destination B. Sélection possible de par un grand-père espagnol. Il rejoindra Régis Son, le sélectionneur espagnol, qui est son ancien entraîneur à Narbonne. Voilà pour toutes les informations ce soir dans votre journal. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera le Flash à 12h30. D'ici là, passez une très très bonne soirée sur TV Sud. À très très bientôt.